Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac, il est 13h02, vous êtes en direct. On sort de cette formidable émission que vous avez toutes et tous écoutée sur le fascinant week-end qui arrive le 15, le 16 et le 17 octobre avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes pour promouvoir notre territoire et les bons produits de Savoie, les vins de Savoie bien sûr à consommer avec modération. Et là, nous enchaînons sur la promotion de nos associations et de tous les bénévoles pour une nouvelle émission que j'ai le plaisir et je peux même dire le bonheur de me présenter avec ma complice et amie Sandra. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sandra. Moi aussi, c'est un plaisir et un honneur de recevoir, comme je le dis à chaque fois, une nouvelle émission dans une grille de programme. C'est la 58e depuis. C'est ça, on a dit à 78, on s'arrête. Mais là, on ne pouvait pas dire non à Patrick. Donc, cette émission, c'est quoi en fait? Place aux associations. Place aux associations. Bah, écoute, Patrick va très très bien nous le dire, mais je pense qu'il y a tellement de belles associations à mettre en lumière sur ce beau territoire. Rien qu'Aix-les-Bains, il y a plus de 300 associations. Je pense que Patrick va avoir un petit peu de travail, de pain sur la planche, comme on dit. Que voilà, cette émission devait voir le jour à l'antenne de Radio Grand Lac, c'est évident. C'est l'ADN de notre radio. Et donc, Patrick Masson, que nous avons le bonheur d'accueillir. On sait déjà tout le boulot qu'il fait dans le monde des associations. Tout à fait. Il a été président des Tours Gourmands. C'est même comme ça que je l'ai connu. Il a réussi à faire venir le dernier week-end d'août à Brisson-Saint-Innocent plusieurs milliers de personnes. Et quand il a lancé ça, moi, on s'attendait tous à une petite balade gourmande. Et en fait, avec Mireille, son épouse que l'on salue, ils ont fait un travail remarquable avec tous les bénévoles. Ils ont une énergie incroyable. Avec des pauses, avec des animations différentes sur chaque pause. Et là, j'ai dit waouh, on sent déjà le professionnel, on sent l'homme dévoué à la cause des associations. Puis ensuite, il a pris la présidence de l'Unisson, qui est la plus grosse association de Brisson-Saint-Innocent, 400 et quelques membres. Et aujourd'hui, avec Sandra, on est fiers et heureux de l'accueillir dans notre équipe de bénévoles. Bonjour Patrick. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Et merci pour tous ces compliments, je suis vraiment flatté. Qui sont sincères, Patrick, mais vraiment. Je n'en doute point. Ils ne sont pas écrits, hein, tu vois, voilà ça. Il y a rien d'écrit, c'est formidable, non. Ça vient du fond du cœur. Et ben bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1, avec donc votre nouvel animateur Patrick dans cette émission Place aux associations qui se déroulera de 13h à 14h le mardi tous les 15 jours. Mais alors pourquoi vouloir lancer une émission de ce style? Eh ben en fait tout simplement pour soutenir le monde associatif de nos 28 communes, mais aussi faire connaître les associations de notre territoire et enfin promouvoir leurs activités et leurs projets. Lors de ces directs, nos associations pourront enfin s'exprimer. Comme le disait Jean-Pierre, c'est ça l'ADN de Radio Grand Lac. Quand et comment allons-nous nous retrouver? Eh bien, comme je le disais, tous les 15 jours, les mardis de 13 à 14 heures, je recevrai des présidents, des trésoriers, des secrétaires ou des adhérents d'associations de Grand Lac afin de les mettre à l'honneur. Après avoir présenté succinctement la commune ou la ville où siègent ces associations, j'échangerai avec mes invités sur leur fonctionnement, leurs activités, les difficultés rencontrées et bien entendu la mise en avant de leurs projets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Jeanne Nègre, une invitée d'honneur, puisqu'il s'agit de la directrice adjointe, bientôt directrice de PSA, le pôle soutien associatif, qui a pour mission d'aider toutes les associations de Savoie. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci pour ta présence dans ce studio de Radio Grand Lac aujourd'hui. Mais alors pourquoi t'avoir invité lors de cette première ? En fait, comme un certain nombre de présidents, je ne connaissais pas PSA, je rappelle, le pôle soutien associatif. Durant ce confinement, j'ai pu suivre par visioconférence des formations concrètes, très riches, des recommandations pour le milieu associatif et des aides apportées par ton équipe. Ça m'a donné l'idée de te recevoir pour ce premier direct afin de permettre à des présidents, des trésoriers, des secrétaires et autres de connaître cette association et de faire appel à tes services si c'est nécessaire. Mais avant de te présenter, Jeanne, et de rentrer dans le vif du sujet, donnons quand même la définition du mot association.
En fait, c'est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser des bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers, sportifs, défense des intérêts des membres humanitaires, promotion d'idées ou d'œuvres, loisirs, culture, social, santé, environnement et j'en passe. En fait, la liberté d'association n'a été réellement acquise qu'avec la loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association. 2 personnes au minimum peuvent créer une association dès lors qu'elles sont d'accord sur un objet. Vous avez en fait aujourd'hui 4 types d'associations. Des associations de fait, des associations reconnues d'utilité publique, des associations agréées et celle qui est bien sûr la plus courante, l'association déclarée. Elles se différencient essentiellement par leur capacité juridique. Terminons juste cette petite présentation par quelques chiffres pour bien mettre en valeur l'importance du monde associatif. En France, nous avons 1,3 million d'associations actives avec 16 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. En Savoie, nous avons 11 000 associations de toute taille avec 100 000 bénévoles et 11 500 salariés, sachant que 53% des associations emploient moins de 3 salariés. On peut vraiment dire que les associations sont des acteurs essentiels à la vie de notre société. Donc avant de découvrir maintenant l'association Pôle Soutien Associatif, on va parler un peu de toi, Jeanne. Je te laisse la parole. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu dans ce monde associatif? Bonjour à toutes et à tous. Alors d'où je viens, qui je suis. Aujourd'hui, je suis, comme tu l'as dit, directrice adjointe de l'association PSA Savoie, qui est basée à Chambéry. Et je viens du milieu associatif, avec au départ de ce parcours un bagage plutôt universitaire en économie et une spécialisation en économie sociale et solidaire. Et puis j'ai commencé ce parcours au sein du Secours populaire français avec des missions d'animation et de mobilisation des bénévoles, d'organisation d'événements et aussi autour de la communication. Et puis j'ai poursuivi au sein d'un réseau régional qui fédère des structures comme PSA Savoie qui ont pour mission d'accompagner sur leur territoire les petites associations. Donc le réseau qui s'appelle la coordination Savara, la coordination des structures d'appui à la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes, dont je suis coprésidente aujourd'hui. Et puis j'ai atterri aussi maintenant à PSA Savoie. Tu as toujours baigné dans le monde associatif, on dirait. Je suis peut-être tombée dedans un peu, quand j'étais jeune, en démarrant, autour de l'adolescence, en tant que bénévole, dans une association qui intervenait auprès d'enfants hospitalisés, avec, chaque semaine de l'animation auprès d'enfants, et puis parfois tenir une buvette. J'ai ensuite continué un peu dans ce milieu avec un statut de service civique dans une autre association, et puis de fil en aiguille j'y suis restée à la fois au niveau personnel avec des engagements plus ou moins importants selon les périodes, avec un coup de main dans un club de sport par exemple, et puis aujourd'hui au sein de PSA Savoie. Bravo. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas nous parler un petit peu de PSA, le pôle soutien associatif, qui a eu toute une histoire, je crois, qui a un certain nombre d'effectifs et ses fonctions. Alors, dis-nous son histoire déjà. Alors, PSA Savoie, c'est une association loi 1901, comme tu as pu décrire tout à l'heure, qui a bientôt 30 ans. Et au départ, quand elle a été créée, ça voulait dire profession sport, animation, Savoie. Et pourquoi le sport? Parce qu'on avait été créé à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports dans l'objectif de structurer l'emploi associatif et d'apporter une aide technique aux employeurs du monde sportif. Pour le dire autrement, c'était l'idée de lutter contre le travail clandestin avec la mise à disposition notamment d'intervenants dans ces clubs sportifs. D'accord. Et puis, les années ont passé et on s'est élargi plus largement à d'autres domaines que le sport. On a gardé nos 3 lettres,
PSA, plutôt pour parler de pôle de soutien associatif, puisqu'aujourd'hui on accompagne et on intervient auprès de toutes les activités associatives, sport, culture, loisirs, environnement, développement local, tout ce que tu as pu un petit peu évoquer, voilà, tout ce champ associatif avec voilà, différentes missions au sein de l'association. Et ça sur toute la Savoie, si j'ai bien compris. Tout à fait. Le siège est à Chambéry, mais l'intervention, c'est vraiment sur tout le territoire savoyard pour toutes les associations savoyardes. D'accord. Alors, donc, quelles sont ses fonctions précises ? Alors, je dirais qu'on a quatre missions principales, et celle on en reparlera tout à l'heure, mais qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'accompagnement qu'on peut proposer aux petites associations. Tu l'évoquais à travers de la formation pour les bénévoles, des accompagnements individuels. Et puis, par rapport à notre historique, notre histoire, on a un gros volet de soutien autour de l'emploi pour les associations, avec la gestion salariale. On a 2 dispositifs en fait. Un premier qui vient de notre histoire, autour de la mise à disposition d'intervenants, notamment pour des contrats de parfois 3-4 heures pour un prof de danse, de yoga ou autre dans une association où PSA est employeur de cet animateur, de cet éducateur. Donc on établit un contrat de travail avec ce salarié et une convention de mise à disposition avec l'association. Si j'ai bien compris, tu soulages l'association de la partie administrative. Tout à fait. Ça, c'est l'idée que ça serait très lourd pour une petite association de porter cet emploi-là. Donc c'est PSA qui joue ce rôle-là. Et l'autre dispositif autour de l'emploi, c'est un petit peu différent. Là, c'est l'association qui reste employeuse lorsqu'on est sur un emploi plus structurant pour l'association. Pas forcément sur un temps plein, mais en tout cas, quelque chose qui est structurant pour l'association. Où là, nous, on établit les fiches de paye, les déclarations sociales nominatives, tout ce qui tourne autour de la gestion salariale, où PSA s'occupe de ces formalités-là pour l'association. Mais l'association reste employeuse puisque c'est aussi de sa responsabilité que de s'en occuper. D'accord. Et il y a beaucoup d'associations donc qui font partie de PSA donc. Alors les associations qui utilisent ces services sont adhérentes à PSA Savoie. On a un fonctionnement finalement assez proche d'une association classique, avec un système d'adhésion, de participation à la dépense commune, et donc ça représente environ 800 adhérents. D'accord, donc 800 associations sur la Savoie qui font partie, donc qui sont adhérentes de PSA. D'accord, et donc combien de fiches de paye ? Et par an, on tourne autour de 11 000 fiches de paye. Ah oui, quand même, d'accord. Donc dans des périodes comme la période du Covid où tout était complexe, les associations devaient être fortement aidées, donc si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. On a toujours été aux côtés des associations. On a renforcé l'appui qu'on pouvait apporter, puisque pour les associations employeuses, notamment, c'était très compliqué de s'y retrouver avec les dispositifs d'activité partielle, les aides. Donc on a eu un rôle assez important pendant cette crise sur l'emploi, mais pas que, mais ça a été un des volets importants. D'accord. Et il y a aussi une bourse d'emploi où j'avais cru voir que vous trouviez aussi des bénévoles, non ? Alors alors c'est plutôt ce qu'on appelle nous dans notre jargon le CRIB, le Centre de ressources et d'information des bénévoles, où là on est en soutien pour les bénévoles, avec de l'accompagnement individuel, de la formation. D'accord. Et alors, donc, gestion salariale, mise à disposition de personnel, mais il y a d'autres choses aussi chez PSA. Tout à fait. On a 2 autres missions qui sont un petit peu différentes de ce soutien, de ce support aux associations. On est aussi organisme de formation. On forme chaque année des jeunes au métier de l'animation, avec un premier niveau de qualification pour l'animation et l'encadrement d'activités sportives et socioculturelles. Donc ce sont des jeunes que l'on forme et qui vont ensuite se retrouver dans des associations, notamment des MJC, pour de l'accueil aussi périscolaire, des accueils collectifs de mineurs,
Donc c'est chaque année depuis très longtemps, PSA a cette mission-là aussi, en lien du coup avec encore les associations. D'accord. Et donc, hormis la formation donc de jeunes pour les former à être animateurs, donc quelles sont les autres fonctions ? Alors l'autre pôle au sein de PSA, un petit peu particulier, c'est que l'on porte un centre de ressources et de savoir de base. Donc là, c'est un lieu à la fois pour un lieu ressource pour les professionnels, pour les bénévoles, sur toutes les questions autour de l'illettrisme et des savoirs de base en général. Et depuis quelques années aussi de ce qu'on appelle l'électronisme. Donc c'est la maîtrise des outils numériques, du numérique. Où là, on a un rôle d'apporter de l'information, de soutenir, de sensibiliser les associations qui interviennent sur ces champs-là. Et puis, dans le cadre de ce centre ressources, on a aussi, depuis 3 ans, développé une action pour favoriser l'insertion professionnelle des migrants en Savoie. Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau ou vous le faisiez déjà depuis quelques années ? Ça fait un certain nombre d'années maintenant, mais effectivement, au départ, c'était pas dans le projet de PSA. Et puis, petit à petit, ça s'est ajouté aux différentes missions que l'on porte. D'accord. Mais alors, vous êtes nombreux quand même chez PSA ? Alors, pour assurer toutes ces missions, on est 10 permanents au siège à Chambéry. D'accord, donc des salariés. Oui, tout à fait. D'accord, donc salariés dans une association. Voilà. Ok, comme donc on a vu tout à l'heure des associations qui ont des salariés et que vous aidez, si j'ai bien compris, donc pour la partie paye ou pour leur trouver, pour les former. Oui, aussi. C'est ça. On a une équipe de salariés et on a aussi un conseil d'administration dans l'association. Donc un fonctionnement assez typique des associations loi 1901. D'accord, donc vous faites une assemblée générale chaque année normalement. Tout à fait. D'accord, elle est prévue bientôt ? En fin d'année, elle se prépare, tout à fait. Bon, donc comme tu nous as toujours dit, et c'est ce que j'ai appris durant les vidéos, c'est que les assemblées générales doivent être très ludiques. Donc j'attends que ton AG soit elle aussi très ludique alors. Tout à fait, c'est une des formations que l'on propose au sein de PSA avec l'idée d'amener une touche un petit peu sympa dans les assemblées générales pour aussi attirer et mobiliser des bénévoles. Très bien. Nous allons faire une petite pause musicale avant, donc, de reparler de PSA, le pôle soutien associatif. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Eh bien, rebonjour, vous êtes bien donc sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1, dans l'émission Place aux associations. Et nous sommes bien sûr toujours avec Jeanne Nègre, donc directrice adjointe du pôle soutien associatif. Eh bien, nous allons continuer toutes les questions que j'ai encore à poser à Jeanne sur les fonctions de PSA, puisqu'en fait, ça ne s'arrête pas à la mise à disposition de personnel, à la gestion salariale, à la bourse d'emploi, mais il y a beaucoup d'autres choses encore, Jeanne. Oui, tout à fait. Notre cœur de métier, au-delà de ce soutien à l'emploi, c'est finalement plus globalement d'être en soutien aux associations sur toutes les questions qu'elles peuvent se poser et donc d'apporter un accompagnement aux dirigeants en matière de gestion de l'association avec des questions très larges et on intervient à la fois sur de la formation, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement au fil de l'eau. Ça peut être quelque part en fait de la petite question qu'on va avoir chaque jour. Quel délai j'ai pour convoquer mon assemblée générale ? C'est des questions qu'on a beaucoup, par exemple en mai-juin, ça revient beaucoup. Ça peut être des questions, combien de temps j'ai pour déclarer mes nouveaux dirigeants après l'assemblée générale ? Et oui, au niveau des statuts, bien sûr. Tout à fait. Et puis souvent, finalement, la réponse peut se trouver dans les statuts. D'accord. C'est quelque chose qu'on donne comme information aux associations. Ou des petites questions comme, finalement, je veux demander une subvention. On me demande un numéro SIRET, où est-ce que je peux faire la demande ? D'accord, plein de petites questions, mais qui ont une importance énorme au niveau du monde associatif et dont souvent les présidents n'ont pas l'information près d'eux.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a un public de bénévoles dont c'est pas le métier que de tout connaître et de comment fonctionnent les statuts, quelles responsabilités j'ai, comment fonctionne l'association finalement. Donc, on est vraiment sur toutes ces petites questions qui ont vraiment leur importance, et puis aussi sur des questions parfois plus structurantes, plus importantes pour l'association. Où là, on a vraiment un rôle d'accompagnement. Ça peut être, par exemple, une association qui a grossi, qui a besoin de créer un premier emploi. Donc, comment je fais, comment je m'y prends. Et oui. Puisque on a des conseils d'administration, des bureaux composés de bénévoles, dont c'est pas le métier. Bien sûr. Donc là-dessus, il y a un rôle important. Et puis aussi, parfois sur des questions de fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai un président historique peut-être qui s'en va ou qui va pas tarder à partir, qui a donné beaucoup de temps. Comment on fait pour renouveler, comment on prépare ça, et puis peut-être des bénévoles qui ont peur de reprendre, d'assumer ces responsabilités-là, et peut-être comment on peut envisager un autre fonctionnement. C'est des questions un petit peu plus structurelles auxquelles on répond aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des présidents, d'abord trouver des bénévoles, trouver des bureaux et des présidents, c'est très très difficile, et il faut le préparer longtemps à l'avance. Et il est clair que PSA est là, si j'ai bien compris, pour aider le monde associatif à pouvoir bouger. Oui, c'est ça. On est en soutien sur les questions classiques, mais aussi, et c'est souvent le message qu'on fait passer dans nos formations, cette anticipation, cette préparation, et pas de se retrouver, par exemple, à une assemblée générale, à un président qui dit salut, je m'en vais, et que l'association se retrouve pas en difficulté lorsque il y a des changements aussi importants. Donc anticiper. Oui. D'accord. C'est un des mots-clés, anticiper. Et puis, dans cet accompagnement-là, on est en soutien aux associations créées, et puis aussi aux porteurs de projets, qui ont envie de faire quelque chose dans leur quartier, dans leur commune, en tout cas à leur échelle. C'est aussi un volet important où on accompagne à la création d'associations. Pour faire parfois juste de l'idée, j'ai envie de faire quelque chose, où on a un groupe d'amis, on est des habitants, on a cette idée-là, on a repéré que ça serait intéressant de mener tel ou tel projet, et de voir si l'association peut être le statut adapté, et puis de favoriser ces initiatives. C'est aussi dans nos missions, et puis après, tout au long de la vie de l'association, finalement, on peut être aux côtés des bénévoles. On a des associations qu'on suit depuis très longtemps, et puis c'est aussi l'idée qu'on a dans l'accompagnement, c'est d'être assez souple, d'être aussi à la carte finalement quand l'association a un besoin, qu'elle puisse frapper à notre porte. Tout à l'heure, tu me demandais combien d'adhérents on avait dans l'association. Cet accompagnement-là, à la création ou au fil de l'eau, celui-là, il n'est pas conditionné à l'adhésion. C'est vraiment destiné aux petites associations, et notamment celles qui ne sont pas fédérées, qui n'ont pas accès via une fédération ou un réseau à des formations, à un accompagnement. C'est vraiment notre public prioritaire. Et donc l'accompagnement n'est pas conditionné à l'adhésion, il est gratuit et ouvert à tous. D'accord, donc tu as des associations adhérentes et des associations non adhérentes, qui en général sont souvent des petites, et que là aussi vous apportez donc un plus. Oui, c'est ça. C'est que quand on reçoit un coup de téléphone, on ne conditionne pas la réponse au fait que l'association soit adhérente chez nous. On est vraiment là en soutien, justement pour donner des réponses aux bénévoles, les rassurer, les accompagner dans leur fonction de dirigeants ou pas d'ailleurs, avec des bénévoles qui sont aussi des fois des bénévoles simplement de terrain. D'accord. Donc aussi bien formation de salariés que formation donc de présidents, ou de membres de bureau. Oui, c'est ça. Nos formations, c'est prioritairement pour les bénévoles, pour leur donner des outils dans leur fonctionnement. On a des salariés parfois qui participent aussi, mais c'est vraiment ce public de bénévoles non professionnels finalement.
D'accord. J'ai assisté donc à plusieurs vidéos de formation que tu nous transmettais. Tu peux nous en dire quelques mots parce que c'était vraiment très enrichissant et je pense que beaucoup de présidents, trésoriers ou même d'adhérents peuvent, disons, donc apprendre énormément de choses par ces formations qui jusqu'à maintenant donc étaient en vidéo pendant la pandémie. Oui, alors historiquement, elles étaient en présentiel, mais on a dû se renouveler pour pouvoir poursuivre nos missions pendant la crise. Donc c'est vrai qu'on les a proposées en visioconférence. Ces formations, c'est souvent on les organise en soirée pour que notamment les bénévoles actifs puissent aussi y assister. Ça a souvent le format de 2 heures, de 18 à 20 heures, où chaque semaine, tout au long de l'année, on traite un certain nombre de thématiques qui correspondent aux besoins des associations, des demandes qu'on a souvent. Donc l'idée, c'est de proposer un programme de formation avec des formations gratuites pour les associations, pour les bénévoles. Et là, donc, on traite de plein de questions finalement. Pour les bénévoles qui nous écoutent, le programme, il peut être retrouvé sur le site internet de PSA Savoie, donc www.psa-savoie.com, avec dans la rubrique actualité où il y a tout ce programme et qu'on a tout au long de l'année. D'accord. Et quel style alors de formation donc tu nous transmets? Alors, on a des formations qui vont être plus juridiques, autour du fonctionnement des statuts, du fonctionnement juridique de l'association, aussi sur ce volet juridique, sur des questions de responsabilité de l'association, responsabilité financière, pénale, politique aussi. Et c'est comme ça qu'on donne tout de suite sa démission de président, là. Alors justement, on est là aussi pour donner des outils et ne pas faire fuir. C'est en tout cas de donner l'information dont a besoin le dirigeant pour avancer. Ce sera jamais quelqu'un qui sera spécialiste des questions de responsabilité ou de droit du travail s'il a des salariés. Mais en tout cas, c'est de donner les points de vigilance, les bons outils lors de ces formations. Et puis on a des formations aussi autour qui sont moins techniques sur comment je fonctionne dans mon association, comment je peux organiser mon association. Alors avec un fonctionnement peut-être très classique, avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, un président, un trésorier, un secrétaire. Mais comment aussi peut-être on peut faire autrement? Quel cadre nous donne la loi 1901 pour peut-être penser le fonctionnement différemment? D'accord. Et puis des formations aussi, et c'est plus récent, sur tout ce qui va être autour du numérique, pour aussi donner des outils aux associations. On avait commencé à proposer ces thématiques avant la crise, et puis forcément on a eu une demande plus importante sur ces questions-là, avec des associations qui n'étaient pas forcément outillées. Donc voilà comment je peux faire évoluer l'association, conduire finalement une sorte de démarche de transition numérique pour continuer à travailler ensemble, à aussi peut-être attirer des jeunes qui ont des fonctionnements différents, et puis aussi sur des questions de communication, comment je peux utiliser les outils pour avoir une communication, des documents de communication plus attrayants. C'est des choses qu'on propose dans ces formations. D'accord. Oui, moi juste un exemple pour vous, chers auditeurs et auditrices. Lors de ces vidéos, j'avais remarqué qu'on pouvait organiser des assemblées générales attrayantes. Grâce à Jeanne, nous avons eu au niveau de notre association l'idée de faire une assemblée générale, donc traditionnelle, et avec les vampes. Alors pas les vraies vampes, mais des comédiennes qui ont pris le rôle de vampes et qui ont animé la soirée. Et grâce à PSA, nous avons pu créer une assemblée générale un petit peu ludique. Donc ça sert de suivre les formations de Jeanne en vidéoconférence ou en présentiel par la suite. Ce type de formation sur la GA attrayante, l'idée qu'on en a, c'est aussi de bousculer un petit peu l'association. C'est de se dire, finalement, on a un déroulé parfois très classique d'assemblée générale où on envoie une convocation où peut-être on s'impose de mettre j'ai l'honneur de vous convier, ou alors où en fait on peut avoir quelque chose de peut-être plus sympa, plus dynamique. Et puis pendant l'assemblée générale
d'avoir certes le temps un petit peu obligatoire de rapport moral, de rapport financier, de rapport d'activité, mais de voir comment on peut faire ça différemment pour que finalement ce temps presque très sacralisé dans l'association se transforme en un temps plus convivial, un temps plus ludique pour donner envie de s'investir dans l'association, donner envie à d'autres et à ceux qui sont dans l'association de s'investir dans les projets et pourquoi pas en tant que dirigeant et d'en faire un moment un petit peu différent avec un rapport financier qui n'endorme pas les bénévoles. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on a dans cette formation et de se dire comment on peut retravailler ce temps vraiment essentiel dans la vie de l'association. Et sache que ça marche. Hein. Les gens sont sortis ravis et sont prêts à revenir l'année prochaine aux assemblées générales, alors que c'est très difficile maintenant de les faire venir. Et là, grâce à une assemblée générale ludique, tout fonctionne. Alors, comment vous êtes financé quand même alors ? Alors, au niveau de notre financement, on essaye de s'appliquer ce qu'on préconise aux associations, c'est-à-dire de ne pas avoir un mode de financement unique et notamment de ne pas reposer uniquement sur des subventions, par exemple, et d'avoir quelque chose d'assez hybride. Donc, nous, ça veut dire qu'on a à la fois des financements publics, des subventions. Bien sûr. Mais l'idée, c'est de se dire que du jour au lendemain, ça peut très bien évoluer et il faut qu'on puisse pérenniser les activités pour poursuivre et avoir une continuité dans ce qu'on fait. Donc on a une part de nos ressources qui sont issues des cotisations, de l'adhésion de nos adhérents et puis aussi un volet de prestations dans nos activités. Donc on a ces différentes ressources qui nous permettent une certaine aussi sérénité, je dirais, dans le fonctionnement de l'association. Oui, parce que donc vous avez des finances de la région, je pense, du département d'un côté, et après de l'autre côté, donc par les adhésions donc des différentes associations. Oui, on a plusieurs partenaires en fait qui participent à cette dynamique en fonction des projets, que ce soit la région, l'État, le conseil départemental, Chambéry Métropole et puis d'autres collectivités. Et puis on a d'autres partenaires qui participent à notre dynamique, qui nous financent pas, mais c'est tout simplement déjà nos adhérents et puis les partenaires de terrain avec lesquels on travaille et qui nous permettent en fait l'ensemble de ces partenaires de conduire nos missions. D'accord. Mais alors comment vous faites connaître ? Parce qu'en fait moi j'ai eu la chance de te connaître par la visioconférence, mais autrement comment peut-on te connaître ? Alors nous, on s'appuie beaucoup finalement sur notre ancrage local parce qu'on a une existence depuis bientôt près de 30 ans, oui. Avec un réseau de partenaires assez fort, donc avec lesquels on travaille, qui vont relayer nos informations. On travaille beaucoup aussi avec des associations locales, puisque comme tu le disais, on a une vocation départementale. Donc l'idée, c'est que finalement la petite association, peu importe où elle est, elle puisse trouver un accompagnement, des réponses, et même si elle est éloignée de Chambéry, d'Aix-les-Bains ou d'autres plus grandes communes. Donc on essaye vraiment de s'appuyer sur ces relais locaux qui sont auprès des associations et qui les touchent pour diffuser notre information. On fonctionne beaucoup avec un canal qui fonctionne bien dans les associations, le bouche à oreille. Oui, c'est vrai. Et puis, on a une démarche d'aller vers les communes, d'être en lien avec les mairies, qui sont aussi des portes d'entrée pour les associations. Et puis, on a un site internet où on diffuse notre information, des plaquettes qu'on essaye de diffuser dans les différents structures relais du territoire. D'accord. Et vous assistez aussi alors aux assemblées générales pour, donc parler un peu de vous ? De temps en temps, on essaye de le faire, oui, et notamment, ça peut arriver plutôt sur des structures relais qui ont un rayonnement dans certaines communes parce qu'elles fédèrent des associations, parce qu'elles sont en soutien en tant que première porte d'entrée de l'association, ce qui permet de mieux faire connaître aussi nos missions. D'accord. Et les forums ? Oui, on fait aussi des forums. Cette année, on était au forum d'Albertville, ce qui permet effectivement de faire connaître PSA aux différentes associations et d'en toucher un peu plus, même si toutes les associations ne sont pas présentes au forum, ça permet en tout cas d'aller plus encore vers elles.
D'accord. Et alors, et vos partenaires, alors donc les partenaires de PSA, quels sont-ils alors, hormis bien sûr la région, le département, qu'y a-t-il en plus? On a l'État aussi qui est partenaire, Chambéry Métropole. Et puis différentes collectivités qui sont partenaires, j'espère que j'en oublie pas. Les MJC, je pense. Oui, après voilà, c'est toutes ces structures-là avec lesquelles on travaille avec d'autres réseaux sur le département, toutes les structures de terrain et puis qui, pour certaines, sont aussi adhérentes chez nous. Hein. Voilà, c'est toujours certaines sont adhérentes, certaines travaillent avec nous dans le cadre de la formation. On a des jeunes qui sont conformes, qui sont dans ces structures. Et puis des partenaires un petit peu différents aussi dans le cadre de nos actions avec le centre de ressources de savoir de base. Et puis on travaille aussi au niveau régional avec notamment le réseau que j'évoquais tout à l'heure, la coordination Savara. Ah oui. Voilà, ce qui nous permet de travailler avec d'autres structures sur d'autres départements qui font un petit peu le même travail que nous, avec lesquels on travaille notamment les formations des bénévoles, puisque c'est travailler au niveau régional et ça nous permet de nous enrichir les uns des autres, d'adapter aussi ce qu'on peut proposer et parfois d'être innovant aussi dans les dispositifs. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, donc dans tous les départements, la difficulté de trouver des bénévoles est la même. Oui, c'est ça, la difficulté de trouver des bénévoles et puis d'être accompagné en tant que bénévole, c'est quelque chose qui est présent partout finalement. Donc il y a toute une structuration qui existe pour répondre au mieux à ces besoins. D'accord. Et comment alors tu as vécu, je dirais, ou les associations, comment elles ont vécu cette période de crise? Ça n'a pas dû être évident donc. Alors cette période de crise, elle n'a pas été évidente, je crois, pour l'ensemble des associations. Et aujourd'hui, avec la rentrée, c'est difficile en tout cas de tirer un bilan, ça serait trop tôt. En tout cas, on a une rentrée associative cette année qui est spéciale parce que on a traversé une crise qui a mis en avant des enjeux qui sont pas nouveaux, mais qui sont vraiment accélérés par la crise. C'est le cas, par exemple, là, sur les activités, sur le lien avec les adhérents, où finalement, on a aussi des nouveaux comportements, des nouvelles attentes. Classiquement, finalement, le septembre, d'habitude, pour une association, c'est peut-être un forum des associations, peut-être une porte ouverte, des inscriptions, et puis une année qui fonctionne plutôt bien, qui roule. Là, la rentrée, elle est différente parce que on a le pass sanitaire qui rentre en ligne de compte avec des associations qui ont repris en septembre et puis avec des enfants qui se sont inscrits et puis avec un pass sanitaire qui est obligatoire par exemple pour les jeunes à partir du 30 septembre. Oui. Donc avec des jeunes qui vont revenir peut-être plus tard quand le pass sanitaire sera enlevé. Des gens aussi qui ont parfois peur de s'engager sur une année parce qu'ils ont payé 2 années de suite une cotisation et puis ils n'ont pas forcément eu accès à toutes les activités choisies. Donc, et puis on a aussi des associations qui se sont mis à proposer des choses en ligne, des cours en ligne. Et tout ça fait qu'on a une rentrée assez différente, avec peut-être une envie et des attentes d'un fonctionnement peut-être plus souple, plus à la carte dans des associations. Donc ça invite aussi les associations, les clubs à peut-être avoir un fonctionnement un petit peu différent que ce qui était fait traditionnellement. Ce qui veut dire que vous-même, vous êtes remis en cause pendant cette période pour répondre aux associations qui ont une demande différente. Oui, c'est ça. Nous, dans ce qu'on a pu proposer, ça a été des formats différents, du travail fait différemment. Et puis aujourd'hui, sur l'accompagnement de ces problématiques, finalement, nous, on intervenait avant plus en prévention sur ces questions-là, en anticipation, dans une démarche presque d'innovation, de se dire comment on peut faire différemment dans le fonctionnement. Et puis aujourd'hui, c'est de se dire, on n'a pas vraiment le choix dans certaines associations de se poser ces questions-là. Donc on accompagne à ces questions qui sont parfois plus une question presque de survie pour l'association. D'accord. Et tu sens qu'il y a quand même des associations qui sont critiques financièrement ou même par manque de bénévoles, ou ça ne se sent pas encore? On a un petit peu de tout, je dirais, parce qu'il y a aussi de l'envie de s'impliquer, de se mobiliser. Et puis oui, on a des associations qui ont été fragilisées au niveau économique parce que certaines
n'ont pas pu avoir déjà ne serait-ce que des adhésions, n'ont pas pu organiser des événements pour collecter de l'argent. Donc ça rebouscule aussi un peu les modèles économiques. Et dans le même temps, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça a généré une certaine innovation. Des associations qui ont par exemple un modèle économique très basé sur de la collecte par exemple, oui. Ou des événements, se sont dit comment on fait finalement pendant les confinements, pendant la crise pour continuer à poursuivre nos activités, à collecter de l'argent. Et certaines ont découvert le financement participatif avec du financement en ligne. Et elles se seraient jamais peut-être penchées sur ce type de financement. Et ça a été l'occasion de faire autrement. Donc on a différentes choses qui émergent. Et en fonction des bénévoles qu'il y a dans l'association, on peut plus ou moins le faire, plus ou moins se réinventer. D'accord, disons, c'est formidable au moins. Au moins, vous remettez en cause, là. Même vous. Oui, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui, tu ressens quand même un dynamisme des adhérents dans les associations, comme tu disais tout à l'heure? Je crois que c'est assez variable, mais il y a une envie de lien social des gens. Hein. Finalement, il y a eu une période assez difficile, donc il y a envie de retrouver de la convivialité, de partager des choses. Et je pense que dans la proposition des associations auprès des adhérents, parce qu'elles ont aussi perdu des adhérents, il y a une réponse sans doute à avoir par rapport à cette demande de lien social, d'avoir des temps de convivialité, des temps de partage pour mobiliser aussi les adhérents. Eh bien, nous allons peut-être faire une petite pause musicale avant de terminer l'émission. Place aux associations. Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1, dans la nouvelle émission Place aux associations. Et je reçois aujourd'hui donc une invitée, comme je disais tout à l'heure, d'honneur, puisqu'il s'agit de Jeanne Nègre, donc directrice adjointe, mais bientôt directrice de PSA, le pôle soutien associatif. Pendant cette petite pause musicale, l'on m'a fait part que j'avais oublié de poser une question, mais très importante, donc je vais la poser. En fait, à Jeanne, concernant les associations collégiales, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, sur la question de la collégialité, c'est une question qui est liée avec la mobilisation des bénévoles et le fonctionnement de l'association. Oui. La question qu'on évoquait finalement pendant cette pause musicale, c'était de se dire est-ce que aujourd'hui il y a de plus en plus de collégialité ? En tout cas, c'est une tendance qui est de plus en plus importante aujourd'hui, c'est aujourd'hui une demande parfois de collectifs de jeunes qui ont envie de faire différemment, qui sont en demande de cadres peut-être plus souples, plus horizontaux. Parfois, on entend les associations dire qu'il n'y a plus de bénévoles, où sont les jeunes ? Ils sont là. Mais avec une demande de peut-être de sortir du fonctionnement classique avec l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration, le bureau et puis le triptyque président, secrétaire, trésorier, et de se dire peut-être comment on peut faire différemment avec une envie de plus de partage de responsabilité. Ça correspond à une envie d'un cadre différent, de pouvoir peut-être aussi favoriser l'initiative et l'implication. Et puis, c'est aussi parfois une interrogation qui arrive et de plus en plus aujourd'hui à la suite du départ d'un ou d'une présidente qui a été fortement impliquée, qui a donné beaucoup de temps et où, lorsqu'il annonce finalement qu'il va s'en aller de l'association, parfois il y a un peu un vent de panique finalement au niveau des bénévoles qui se disent mince, on va devoir trouver quelqu'un qui veut bien assumer toute cette responsabilité, porter toutes les missions qui étaient assumées par ce président ou cette présidente. Parfois c'est une réflexion qui émerge dans ce cadre-là. Finalement, est-ce qu'on peut penser notre fonctionnement différemment ? Est-ce que la collégialité peut être une réponse ? Alors c'est pas toujours le cas, ça dépend bien sûr de
du fonctionnement de l'association. Ça dépend aussi de son secteur. On a une grande liberté dans la loi 1901 d'organisation. La loi 1901 ne nous dit rien finalement là-dessus. On a souvent cette idée reçue très présente dans les associations du fonctionnement que j'évoquais, très très classique. On peut en sortir, mais tout dépend encore de ce qu'on fait. On a des clubs sportifs notamment qui peuvent être attachés à une fédération, qui ont des statuts qui peuvent leur être imposés, et donc ils sont a priori, ils doivent s'inscrire dans un fonctionnement démocratique, mais la collégialité n'est pas forcément toujours possible. Quand on a un agrément aussi, parfois on n'a pas toute cette liberté-là, mais on a quand même beaucoup d'associations qui peuvent avoir un fonctionnement assez libre et du coup réfléchir à une collégialité. Après, ça se travaille. La collégialité, c'est pas forcément une réponse au départ d'un président. Il faut que les membres qui ont envie d'aller vers ce fonctionnement se posent des questions, voire bien définir les missions de chacun. La collégialité ne doit pas amener finalement à une dilution des responsabilités. Ça doit être quelque chose qui est bien travaillé en amont pour que ce soit clair en interne et puis aussi en externe, parce que il faut le dire, ça vient aussi bousculer un modèle traditionnel et le lien avec des partenaires, des institutions qui aiment aussi parfois bien avoir quelque chose de clair, et c'est bien normal, mais d'avoir un interlocuteur. On a l'habitude d'avoir l'interlocuteur, le ou la présidente, et là c'est d'avoir quelque chose qui puisse être lisible aussi à l'extérieur. Oui, donc le changement, c'est pas toujours facile. Ça se travaille, ça s'accompagne. Et c'est aussi notre rôle que de poser les bonnes questions et de le travailler avec les bénévoles pour pas tomber dans quelque chose qui mettrait finalement en péril le fonctionnement de l'association. Oui, bien sûr. Et alors, et concernant les bénévoles, la mobilisation des bénévoles aujourd'hui, comment tu aides les associations ? Alors, on travaille cette question lors de nos formations ou lors d'ateliers. C'est une question qui est importante parce que y a des évolutions par rapport à l'engagement. On a une baisse du bénévolat chez les seniors, mais pas de leur engagement. C'est-à-dire qu'ils sont aussi très engagés dans. Il y a un transfert en fait qui se fait parfois, un engagement dans la vie familiale, dans de l'aide aux voisins, des choses qui sont peut-être aussi, ou des initiatives citoyennes, des choses qui se passent en dehors de l'association. On a des jeunes aussi qui s'engagent, mais c'est des choses qui sont à travailler dans le cadre de la réflexion sur la mobilisation des bénévoles. Et nous, surtout, ce qu'on travaille, c'est finalement de s'intéresser à ce que vient chercher le bénévole quand il arrive dans l'association. C'est un point important, et je pense aujourd'hui encore plus finalement, qu'est-ce qui fait que j'arrive dans l'association. On n'arrive pas toujours, bien souvent, président du jour au lendemain. On a peut-être été au départ finalement adhérent, presque consommateur d'un service. Demain, peut-être que avec une association qui arrive à avoir une certaine convivialité, qui va répondre à finalement du plaisir aussi d'être bénévole, cet adhérent peut-être qui deviendra participant, il va dire moi je suis pas bénévole mais je donne juste un coup de main à un événement, à tenir la buvette, à une activité, et puis peut-être que demain il s'investira plus dans un projet et qui sait, peut-être qu'il sera après dans les instances de l'association. Et c'est de travailler ce parcours et d'être à l'écoute des motivations des bénévoles. On a des motivations qui sont très différentes. Le tout, c'est d'arriver à y répondre finalement avec des personnes qui viennent chercher du lien social. Donc, parmi les missions finalement et les besoins qu'a l'association, comment on arrive à positionner et à proposer une mission où le bénévole va être peut-être plus dans un travail en équipe. C'est aussi savoir si on a un jeune qui s'investit, qu'est-ce qu'il vient chercher. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de jeunes, peut-être aussi en lien avec la difficulté de rechercher un emploi, qui vont vouloir peut-être s'investir dans l'association, être en quête d'une expérience professionnelle. Comment on peut y répondre aussi, en peut-être aidant, en valorisant les compétences acquises dans un CV, avec une lettre de recommandation, et puis reconnaître finalement l'engagement. C'est des choses qui peuvent être travaillées. Si je comprends bien, être à l'écoute. Oui, c'est vraiment ça. C'est la question de l'accueil finalement dans l'association. Est-ce que dans l'association on a un moment dédié
avec ce bénévole pour peut-être un moment de tête-à-tête ou des accueils collectifs de nouveaux bénévoles pour comprendre ce que vient chercher la personne, peut-être aussi le temps qu'elle est prête à y mettre, parce que c'est aussi des choses qui font peur. Finalement, je viens donner au départ peut-être un petit coup de main, puis je me retrouve presque peut-être on me tend un piège de devoir m'investir plus. Est-ce qu'on arrive à identifier, à expliquer qu'on peut s'investir peut-être de manière très ponctuelle dans l'association ou alors sur un projet ou de manière plus importante, mais c'est de bien identifier ces attentes-là, les disponibilités. C'est aussi par rapport à des réunions qu'on peut planifier. Si on est sur un public peut-être d'actifs ou de jeunes, c'est mettre les temps de réunion au bon moment pour que les gens puissent participer, s'impliquer. Et puis les attentes aussi, ça peut être de la reconnaissance, tout simplement. Et c'est le seul salaire du bénévole. Donc comment on arrive à reconnaître le temps que donne le bénévole dans l'association. Voilà, c'est d'identifier en tout cas toutes ces attentes, c'est aussi peut-être ces insatisfactions quand quelqu'un part, pourquoi finalement il s'en va de l'association pour aussi peut-être faire évoluer le fonctionnement. Donc si je comprends bien, savoir accueillir, être à l'écoute, valoriser, en fait la convivialité dans une association. Oui, c'est ça, c'est reconnaître, valoriser, accompagner. C'est des mots peut-être clés, oui, dans l'accompagnement du parcours du bénévole. Et la reconnaissance, ça peut passer par différentes choses. Tu parlais tout à l'heure d'une assemblée générale. Est-ce que dans l'assemblée générale, c'est que le président et le trésorier qui présentent les rapports, ou est-ce que justement, à un moment, on donne la parole à un bénévole à la fois pour le valoriser et puis aussi parce que ça fait une assemblée générale plus dynamique avec quelqu'un qui a été au cœur de l'action, qui va donner envie aux autres en disant voilà, on a fait telle ou telle action et en plus c'était super ça permet de donner envie, de valoriser et finalement d'accompagner le bénévole dans ce parcours. Et puis je crois que des temps à la fois collectifs, de convivialité, et puis aussi des temps individuels où on prend le temps d'échanger sont des éléments clés dans cette mobilisation. Super, vraiment très très intéressant, parce que c'est vrai que on a toujours du mal à trouver des bénévoles, et en fait c'est parce que on ne prend pas assez de temps vis-à-vis de ces personnes qui viennent dans nos associations. Jeanne, tu as peut-être d'autres points dont je t'ai pas posé les questions que tu vas nous dire? Eh ben, écoute, je reviens peut-être juste sur le programme de formation des bénévoles. Tout à fait. Pour les bénévoles, les associations qui nous écoutent, avant de terminer. De dire que PSA est tout à fait disponible et que ces formations sont ouvertes vraiment à tous, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement ou de réponses. Donc faut vraiment pas hésiter à nous contacter et à s'inscrire à ces temps-là qui sont gratuits. D'accord. Eh ben, Jeanne, vraiment merci de m'avoir accompagné et aidé surtout à présenter cette première émission. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez envie de créer une association, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Jeanne Nègre au pôle soutien associatif, dont le téléphone, Jeanne. Alors moi j'ai le 04 79 33 06 06. 33 93 93. Oh, pardon alors. Donc, tu peux le redire, s'il te plaît? 04 79 33 93 93. Et puis, surtout, vous avez toutes les coordonnées sur le site internet www.psa-savoie.com. Merci encore, Jeanne. Enfin, je voudrais juste aussi remercier, bien sûr, Sandra Beau, la coprésidente de Radio Grand Lac, fréquence 92.1, et notre ami Jean-Pierre Germain, directeur d'antenne, de m'avoir fait confiance pour ce premier direct, place aux associations. J'annonce que le prochain rendez-vous sera le mardi 26 octobre prochain de 13h à 14h, avec deux présidentes très dynamiques et très impliquées sur le bassin aixois. J'en dis pas plus. Merci encore d'avoir été à notre écoute sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1. Une dernière information, n'oubliez pas ce soir à 18h, Un jour, un lac, un entrepreneur avec Pierre-Luc, qui reçoit le président de la FAC ainsi que le président des commerçants de Chambéry. À très bientôt. Merci.
Attends, Patrick, on va pas te laisser partir comme ça quand même pour ta première. Bravo, on voulait aussi te féliciter parce que tu as mené ça de main de maître. Pour un coup d'essai, c'était vraiment un coup de maître. Tu avais bien construit ton programme. Tu fais ça superbement bien. Et quelle est ton impression après avoir présenté ta première émission radio? Il me prend au piège. Non, d'abord, je l'ai préparé avec Jeanne. Nous l'avons préparé ensemble, donc ça se travaille. On le fait pas tu sais faire, toi, hein? Je sais pas si je sais faire. Hein? Non, mais on l'a travaillé ensemble. On avait envie de mettre à l'honneur donc pôle soutien associatif et surtout permettre à tous les présidents, trésoriers, secrétaires de connaître cette association qui à mon avis, qui aide tout le milieu associatif et je crois qu'on en a tous besoin, surtout dans ces périodes. Ma première émission un peu stressée, il faut quand même être ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. Grâce à Jeanne qui a énormément expliqué. Oui. Elle a été brillante. Plus que brillante, même. Il y a même pas de mots. J'avais plus rien à dire, sinon à écouter. Et j'ai appris encore plein de choses. Non, c'était super. Merci encore de la confiance que vous nous avez apportée. Donc, on te retrouve dans 15 jours et avec Sandra, on est vraiment enchantés encore une fois que tu sois avec nous. Puis je crois qu'on va remercier aussi Jeanne pour la qualité de son propos, de son exposé. Puis on se rappelle surtout qu'on a une chance énorme en France, c'est d'avoir cette loi de 1901, cette loi qui est quand même libérale, il faut bien le dire avant toute chose. Il y a plein de choses qui ne sont pas prévues dans cette loi, elle laisse beaucoup de place aux initiatives locales, aux imaginations des bénévoles. On a une chance énorme, en plus depuis 1971, elle a la valeur constitutionnelle, cette loi, donc on ne pourra pas aller contre avant longtemps, donc on a quand même une chance et vive les bénévoles, vive les associations quand même, c'est ça. Ah, complètement, oui. Et surtout vive les bénévoles. Le leitmotiv de ton émission. Merci Patrick, merci Jeanne, avec Sandra, on est très contents de cette nouvelle émission et on lui souhaite bon vent et longue vie sur Radio Grand Lac. Merci à vous.